Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux pour cette nouvelle conférence. Merci Monsieur Tavernier d'être avec nous ce soir. Je vous remercie au nom des étudiants de l'ENS et de la Sorbonne. Merci d'avoir honoré notre invitation pour parler du thème suivant, l'INSEE, enjeux de collecte, de production, d'analyse et de diffusion des informations sur l'économie et la société. Je vais commencer par vous présenter. Vous êtes diplômé de l'école polytechnique, de l'école nationale de la statistique et de l'administration économique, l'ENSAI. Vous avez rejoint le corps des administrateurs de l'INSEE, puis vous avez occupé plusieurs postes au sein de la direction de la prévision du ministère de l'économie. Vous avez été ensuite, entre autres, directeur de l'ENSAI, directeur de la prévision et de l'analyse économique du ministère de l'économie, directeur de l'URSSAF aussi, et puis directeur de cabinet du ministre du Budget. Vous avez également enseigné dans plusieurs écoles, je cite notamment l'ENA et l'ESSEC. Vous êtes économiste, inspecteur général des finances et directeur général de l'INSEE depuis 2012. On est très heureux de vous recevoir ce soir. Un petit mot sur les associations qui organisent ce cycle de conférences, à commencer par Citoyens, l'association de conférences et de débats de l'ENS, l'AXIS, l'association des étudiants du Master Conflits et Crises internationales de la Sorbonne, et puis Sciences et Culture, notre chaîne partenaire sur laquelle vous pouvez retrouver différents contenus, dont la conférence de ce soir. Je vous en dirai un mot à la fin de la conférence. Vous allez commencer par une présentation, puis ensuite il y aura un jeu de questions-réponses avec les étudiants. Je tiens à vous remercier au nom des étudiants d'être avec nous ce soir et je vous laisse la parole dès à présent. Merci encore. Merci, bonsoir à tous à nouveau et merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'échanger avec vous, même si ça prolonge une journée déjà un peu longue. Mais bon, mais je suis content de vous présenter. Alors d'abord, comme mise de jeu, un diaporama où je vous parle du cadre un peu institutionnel dans lequel évolue l'INSEE, de nos chantiers, et aussi, j'espère aller assez vite, pour vous présenter, pour illustrer ça, avec les quelques sujets économiques et sociaux sur lesquels on bosse le plus en ce moment. Et puis après, vous me poserez toutes les questions que vous voulez, puis j'essaierai d'y répondre. Alors, le première tête de chapitre, c'est juste pour rappeler un peu, poser un peu le décor. C'est que l'INSEE fait pas que de la statistique, mais et toute la statistique publique n'est pas faite par l'INSEE. Allons-y. D'une part, on fait des choses qui sont bien connues, et dont vous avez sans doute des échos quasiment chaque jour. Tous les agrégats des comptes nationaux, l'emploi et le chômage, l'inflation chaque mois, les enquêtes de conjoncture. Demain l'enquête de conjoncture de novembre auprès des ménages, pas bien flambantes d'ailleurs. Et puis toutes les données démographiques sur le pays et même le recensement et des chiffres annuels des 35 000 communes de France, qui n'est pas d'un point de vue statistique le plus passionnant, mais qu'il faut faire. On ne fait pas que de la statistique. On a une signature qui est de ne pas balancer les statistiques sans commentaire, sans contextualisation, d'avoir un département d'études économiques et d'avoir, nous tous, et ceux qui sont à l'ENSAE en souffrent assez, une formation à la fois d'économiste et de statisticien. Alors on est un peu formé dans les deux. Et d'ailleurs, le patron de l'INSEE est le plus souvent pas vraiment un statisticien. Moi, je suis plutôt un économiste. J'ai fait beaucoup de conseils de politique économique dans la vie. Puis la direction de la prévision, maintenant, c'est chief économiste de Bercy. Avant de venir à l'INSEE, parce qu'on est les premiers utilisateurs de ce qu'on produit et on essaye toujours. Et ça donne un peu une capacité à vérifier la fiabilité, la robustesse des chiffres, les inscrire dans l'histoire et dans la cohérence d'autres chiffres. Donc ça signifie qu'il y a 350 publications conjoncturelles par an, qui le plus souvent sont assorties d'un commentaire, mais il y a aussi une demi-douzaine de notes de conjoncture annuelles, qui essayent de prévoir à 3 mois, 6 mois. L'horizon des enquêtes de conjoncture permettent d'avoir une capacité prédictive. Alors ça, les autres organismes, à part peut-être le norvégien, ne le font pas. Et puis un ensemble de publications, ça s'appelle les INSEE Premières, les INSEE Focus, il y en a une petite centaine chaque année.
Des ouvrages, on est les derniers à faire ça, des gros ouvrages INSEE références qui vous permettent de caler vous-même, mais qui sont une mine d'informations aussi quand on cherche quelque chose sur le revenu des ménages, le marché du travail, etc., etc., le logement. Et puis, nouveauté, je suis toujours là, on a 20 articles sur le blog de l'INSEE. Dont je parlerai tout à l'heure, 20 articles par an qui essaient d'expliquer notre cuisine ou de répondre à des débats, voire même à des polémiques. Et en plus de ces études économiques et de la production statistique, eh bien, il y a des activités régaliennes à l'INSEE qui sont notamment la gestion des répertoires. Donc le numéro de sécurité sociale, le NIR, c'est le répertoire tenu par l'INSEE. Le répertoire électoral unique qui permet de voter, c'est tenu par l'INSEE. Et il y a Sirène, qui est le répertoire des entreprises et des établissements. Voilà. On peut du coup passer là, je pense qu'on y est. C'est difficile que de se... Je finirai avec un torticolis, c'est sûr. Alors maintenant, l'INSEE ne fait pas toute la statistique publique, parce que, en fait, notre système statistique public en France, et alors c'est très variable selon les pays, il est fait de l'INSEE, certes, qui est le navire amiral, mais aussi de 16 services statistiques ministériels, qui, chacun dans le champ du département ministériel auquel ils appartiennent, à peu près tous les ministères, sauf le Quai d'Orsay, à vrai dire, puisqu'on travaille sur le territoire national, donc affaires étrangères ne sont pas concernées, mais il y a à peu près des services statistiques, un, voire même deux ou trois au maximum dans tous les ministères. Donc qui, chacun dans leur domaine, produisent aussi des statistiques. Typiquement, à l'INSEE, on ne fait pas grand-chose en matière de santé, et c'est l'adresse qui est la direction du ministère des Services sociaux et de la Santé qui produit les statistiques en matière de santé, pour prendre l'exemple. Voilà. Donc vous voyez, il y en a 16. Donc vous allez trouver pour ces ministères des comptes spécifiques, des comptes de l'agriculture, les comptes de l'énergie, des statistiques en matière de permis de construire au ministère chargé du logement, les fameuses évaluations de l'éducation nationale type PISA, c'est la direction en charge de la statistique et des études au ministère de l'Éducation nationale, des statistiques sur la délinquance, justice, etc., etc. Et donc je passe au fait que en plus, dans ce champ statistique, et là c'est plus compliqué, là je vous ai décrit le service statistique public qui obéit à peu près aux mêmes règles, qui est peuplé à vrai dire de type qu'on fait le corps de l'INSEE et qu'on fait l'ENSAE, et puis l'ENSAI pour les attachés. Mais il y a aussi, on n'a malgré tout pas le monopole de l'information statistique, et vous pouvez en trouver dans les caisses de sécu, notamment, à Pôle emploi devenu France Travail. Et puis, maintenant, il y a un dernier cercle qui est qu'on peut avoir des émetteurs d'informations statistiques qui sont des entreprises privées, et j'y reviendrai, je pense, tout à l'heure. Allez, 450 millions, ça n'augmente pas. Alors ça, je ne me lancez pas sur le budget, je suis furieux en ce moment, mais comme tout le monde. Mais c'est un budget qui a à peu près été stable en euros courants depuis que je suis là. Et en termes de point de PIB, puisqu'on n'aime bien parler en point de PIB à l'INSEE, c'est donc 0,016% du PIB, et depuis 2006, ça a diminué d'un tiers. Donc, nous ne sommes pas responsables spécifiquement du déficit public, je crois, à part qu'on le mesure. Voilà. Et alors, un peu maintenant, après avoir campé le décor, quelques mots sur la gouvernance de l'INSEE, qui est un peu spécifique. C'est un drôle d'animal. C'est une direction d'administration centrale du ministère chargé de l'économie. Donc je suis directeur d'administration centrale, donc a priori je peux changer chaque conseil des ministres. J'ai résisté à pas mal de conseils des ministres depuis 2012, mais je peux changer à chaque conseil des ministres. Mais en fait, le ministre ne me donne pas de consignes et ne peut guère m'en donner. Alors je ne parle pas des activités régaliennes, la tenue des registres, là il y a une loi, on tient les registres tels que la loi le demande. Mais pour ce qui est de la production statistique, alors c'est vraiment l'indépendance totale
Et je pense que le temps où un ministre pourrait appeler le directeur général de l'INSEE pour dire ah, vous m'embêtez avec ce chiffre, vous êtes sûr ou même dire vous avez prévu de publier le chômage la semaine prochaine. Très franchement, ça m'arrangerait si c'était 15 jours plus tard. C'est juste impossible. Impossible. Ou alors, enfin, je veux dire, si ça arrivait, vous le sauriez, je pense, dans la journée. Il faut dire, un règlement européen. Donc les règles européennes se sont renforcées, notamment après le sujet, il y a une petite vingtaine d'années, du déficit grec truqué pour que la Grèce rentre dans l'euro. Donc maintenant, il y a des règlements européens qui sont de plus en plus pressants sur ce besoin d'indépendance, sur le besoin de qualification des patrons d'instituts statistiques, sur leur rôle pour coordonner l'ensemble de la statistique publique, être le garant de la qualité vis-à-vis de la Commission européenne, avec la direction générale de la Commission européenne qui est Eurostat, à Luxembourg. Et donc ça se traduit pour nous, hein, parce que je pense important, bien sûr vous devez me croire dans le fait que nous publions en toute indépendance et que jamais le chiffre ne subit l'influence du pouvoir politique, ni des contre-pouvoirs d'ailleurs. Ce qui est important aussi, c'est que le calendrier des publications est diffusé en avance. Et maintenant, c'est vrai de l'INSEE, c'est vrai aussi des services statistiques ministériels dont je parle. Donc c'est tel jour à telle heure. Donc moi, la conférence des ménages, c'est demain à, j'imagine, 8h45, et c'est comme ça, et ça a été annoncé il y a X temps. Et ne pas respecter cette règle serait en soi un problème de gouvernance. Et puis, nous diffusons l'information de façon égale à tout le monde en même temps. Donc, pas moyen de faire la une du Monde, comme peut le faire l'Institut des politiques publiques, pour prendre un exemple local, en vendant son excuse d'une étude au monde. Nous, on donne absolument la même information à tout le monde, en même temps, sauf le directeur du cabinet du ministre de l'économie qui a l'information la veille au soir, mais sous embargo, et qui n'auront pas l'embargo, sans ça il se fait tirer les oreilles. Voilà, donc il y a un code de bonne pratique, il y a des revues des pairs qui ont déjà lieu 3 fois, et l'INSEE est plutôt bien pricé dans le concert européen. Alors, ça ne signifie pas ce cadre européen qui est très prégnant, où nous on estime à l'INSEE que les 2/3 des productions statistiques maintenant répondent à des règlements européens. Et il y a des pays dans l'Union européenne, les petits pays typiquement, ils font les règlements européens full stop. Hein. Ils n'ont pas les moyens de faire autre chose. Nous, on a encore les moyens de faire autre chose. Est-ce que ça signifie que tout est parfaitement comparable au niveau européen? Non. Non, non. Alors, on a mis 2 exemples dans la diapo. L'exemple fameux du PIB irlandais, enfin fameux quand on s'intéresse à ces questions, hein. Donc le PIB irlandais fait le yo-yo, donc les économistes de marché ils font une Union européenne sans Irlande, parce que l'Union européenne avec Irlande c'est trop heurté, et c'est arrivé la première fois en 2015, le PIB irlandais s'est fait 25% d'un coup, à cause d'un phénomène qui est un peu pénible, qui est la localisation un peu nomade de certaines sources de revenus et de richesses. En l'occurrence, c'est la propriété intellectuelle de multinationales. Donc c'est couvert par le secret statistique, mais c'est des boîtes pharmaceutiques ou des grandes boîtes informatiques qui ont un fruit comme symbole, vous voyez, ce genre-là, qui d'un seul coup décident de localiser la rémunération de la propriété intellectuelle plutôt en Irlande, parce que c'est plutôt business friendly du point de vue de la fiscalité qu'ailleurs. Et donc ça, c'est des vrais sujets. Et donc malgré nos 500 pages de méthodologie de règlement de comptabilité nationale, il n'empêche qu'on peut avoir ce genre de problème. Deuxièmement, on a actuellement un sujet sur le feu qui est en trilogue, hein, en négociation entre les co-législateurs, le Conseil et le Parlement européen sur un règlement sur les statistiques démographiques, où là on voit, et c'est assez important d'avoir ça en tête, que malgré tout, on ne peut pas faire des choses parfaitement comparables quand on a des organisations administratives qui sont différentes. Donc typiquement, l'Europe est divisée entre des pays comme nous qui n'ont pas de registre
populations communaux. Et puis des pays qui en ont, et au fur et à mesure des élargissements, au nord et à l'est de l'Europe, les pays qui ont des registres communaux sont devenus majoritaires. Nous, depuis Vichy, ce type de registre n'a pas bonne presse, il faut le dire. Donc nous n'en avons pas. Donc ça signifie, si vous voulez, qu'un pays comme ma collègue lituanienne, au moment de la 2022, de l'exode des Ukrainiens, elle savait quasiment en temps réel combien il y avait d'Ukrainiens sur le territoire de la Lituanie, parce que la première chose pour avoir droit au moindre service public, pour inscrire son enfant à l'école, etc., c'était absolument de s'inscrire dans un registre d'une commune. Donc il n'y a rien de tel en France, et donc faire le même règlement sur des statistiques de population, notamment des populations communales, même la population de l'ensemble du pays, lorsqu'on a des organisations administratives différentes, c'est très challenging, et pour l'instant, on n'y est pas. Bon, je pense que c'est un de mes derniers diapos sur la gouvernance. Alors, oubliez ce graphique de droite très sympathique, pour vous dire que donc, on a, pour veiller au respect de notre charte, le code de bonne pratique européenne, les règlements européens, une toute petite autorité indépendante, qui est l'autorité de la statistique publique, qui chaque année fait un rapport public en disant voilà, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu des problèmes de production statistique, de rupture d'embargo, des polémiques politiciennes sur des chiffres, etc. etc. Il y a nos milieux, c'est les statistiques publiques qui produisons, donc c'est l'INSEE et les services statistiques ministériels. Et puis il y a une rencontre entre les usagers et les producteurs, qui est le Conseil national de l'information statistique, dont vous n'entendez jamais parler, parce qu'en fait ça fonctionne à peu près, ça nous aide un peu à prioriser ce que nous pouvons faire avec des moyens qui sont par nature contraints. Alors je passe maintenant à nos évolutions et à nos innovations. Peut-être, parce qu'il y a le mot collecte dans le titre de la... J'ai bien entendu tout à l'heure. Donc c'est important de parler de nos sources. La première question, c'est de sécuriser les sources. Donc il y a comme source de données, en gros, vous avez historiquement les données d'enquête que nous faisons nous-mêmes, et les données administratives. Donc les données d'enquête sont les enquêtes de conjoncture, 20 000 entreprises, 2 000 ménages qui sont interrogés tous les mois, c'est le climat des affaires, c'est le climat de confiance des ménages depuis demain dont je parlais. Il y a 26 enquêtes auprès des entreprises, maintenant elles répondent toutes par Internet, et il y a un certain nombre d'enquêtes auprès des ménages, en plus des relevés de prix dans les magasins. Bon, 13 enquêtes sur un cycle de plusieurs années, auprès des ménages que nous faisons nous-mêmes, avec un réseau d'enquêteurs professionnels à l'INSEE. Et avec, depuis quelques années, le développement de ce qu'on appelle le multimode. Alors le multimode, dans le langage statistique, ça veut dire qu'on peut répondre maintenant, quand on est ménage, à une enquête progressivement, la plupart des enquêtes y passent, soit par Internet, soit par téléphone, soit en face à face avec l'enquêteur, quand historiquement, pour les enquêtes ménages, c'était un enquêteur qui venait chez vous. Là maintenant, on peut répondre par les différents canaux. Et il y a ce que les statisticiens appellent un effet de mode, qui n'est pas du tout l'effet de mode qu'on a en tête dans le langage courant. L'effet de mode, c'est que vous répondez différemment selon le canal avec lequel vous êtes interrogé. Le questionnaire n'est pas tout à fait pareil, vous n'avez pas l'enquêteur pour itérer avec lui, etc. Donc donc il faut évidemment faire attention à ça. Je disais que la deuxième source de données historiques, c'était les sources administratives. Bon, j'ai coutume de dire que le pays n'est pas exactement sous-administré, donc on a de quoi faire en termes statistiques avec les sources administratives. Ce sont les sources fiscales, ce sont pour tout ce qui est le marché du travail, la DSN, c'est-à-dire en fait la fiche de paye, la déclaration sociale nominative, et puis des tas d'autres sources, les permis de construire, les cartes grises, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est absolument crucial, et très généralement, quand on a une source administrative intéressante, on y a accès. Il faut vraiment un cas de force majeure pour qu'on lui dise que la statistique publique n'a pas le droit à avoir accès à un fichier administratif pour produire de la stat. Il y a, en plus de ces deux piliers historiques, un troisième pilier tout récent. C'est mon rond extérieur de tout à l'heure, qui sont les données possédées par des entreprises privées. Alors
alors parce que vous imaginez, Big Data, les GAFAM vont avoir plein de choses, enfin la statistique publique, alors pas exactement le modèle économique des GAFAM, c'est de savoir ce que vous allez acheter, c'est pas de faire de statistiques générales pour savoir ce que l'ensemble des ménages de telle catégorie statistique préfèrent acheter ou pas. Mais normalement, il y avait cette crainte, il y a 10 ans, je me rappelle, de se dire oh, notre métier va être bouffé par les GAFAM. Alors on y a répondu en disant bah, nous-mêmes, nous allons avoir accès aux données privées. On a un cadre juridique qui est arrivé par la loi Axel Lemaire, loi pour la République numérique en 2015-2016, et avec comme précurseur les données de caisse, la grande distribution. Alors les données de caisse, la grande distribution, ça veut dire que pour les produits qui ont un code barre type alimentation industrielle, hygiène, santé, nous recevons tous les jours la somme des transactions par point de la grande distribution, supermarché, hypermarché, par code barre et à la fois valeur et volume. Donc pour faire l'indice des prix, c'est absolument génial, c'est quand même mieux d'aller faire les relevés de prix. Bon, ça marche pas quand il n'y a pas de code barre, à vrai dire, mais on fait une partie de l'indice des prix comme ça. C'était bien pratique dans le Covid quand on ne pouvait plus aller dans les magasins, entre parenthèses. Enfin, on voyait qu'il n'était pas prudent d'envoyer les enquêteurs dans des magasins encore ouverts. Et donc, on a un cadre juridique comme ça, et les entreprises de la grande distribution ont accepté qu'on produise ça. À partir du moment où on a un cadre très sécurisé, en gros, leur précaution première, c'est que ces données ne risquent pas d'aller chez Amazon, quoi. Voilà. Et donc, non, nous ne les envoyons pas chez Amazon. Après, on avait d'autres ambitions qui étaient plus compliquées. Et alors là, le Covid a été un catalyseur, hein, comme souvent les crises. Vous vous rappelez peut-être, je ne sais pas si vous étiez attentif à ces choses-là il y a 4 ans, que donc on est confiné le 17 mars 2020. Et le 26 mars, l'INSEE publie le fait que le PIB a baissé de 35%. Finalement, ça aurait été plutôt 30%, mais on disait 35%. Et la consommation également. Et alors, ce miracle a été fait parce qu'on a mis la main sur les données de carte bleue qu'on guignait depuis longtemps. C'était compliqué juridiquement, financièrement. Là, ils nous les ont filés gratos. Et donc, on a eu d'un seul coup toutes les transactions, enfin pas toutes les transactions, les agrégations par département, par secteur de magasin, des transactions par carte bleue. Donc absolument génial quand on a un énorme choc pour en prendre la mesure immédiatement, typiquement quand il y a un confinement, un couvre-feu, ce genre de choses. On fait maintenant des données aussi sur les comptes bancaires. C'est-à-dire, en 2020, on a publié un truc, en 2021 plutôt, on a publié sur le fait que le taux de pauvreté n'avait pas augmenté en 2020, alors que tout le monde disait le contraire. Et en fait, ce qui a permis d'asseoir la crédibilité de ce diagnostic-là, c'est qu'on avait en même temps les données de la Banque postale qui montraient qu'en fait, les ménages qui étaient en découvert, qui avaient des problèmes d'incidents bancaires, étaient plutôt en diminution au cours du Covid du fait des aides. Voilà. Et alors, je dis toujours, on ne sait jamais si vous avez des copains dans les opérateurs de téléphonie mobile, vous êtes influent, que votre père dirige Orange Business Service, que c'est très compliqué sur la téléphonie parce qu'ils font du business et on les a eu pour 3 mois gratuite au moment du confinement, et c'est une étude dont vous vous rappelez peut-être qui montrait que les Parisiens étaient partis pour 10-15% d'entre eux, je ne sais plus, dans l'Orne, dans Lyon, etc., pendant le premier confinement. Et ça, c'était en regardant où bipaient les téléphones. Mais c'est très très compliqué de mettre en routine la main sur ces données de téléphonie qui sont, par exemple, très intéressantes pour savoir à l'instant T combien il y a d'habitants dans Paris intramuros. C'est-à-dire le mardi, je sais pas, mettons que ce soit le mardi à 11h, ou j'en sais rien, c'est crédible, qu'il y ait plus de monde dans la ville de Paris, c'est un multiple de combien de la population résidente. Et ça, en fait, la meilleure manière de faire, c'est de regarder combien il y a de téléphones qui bipent, de corriger un peu, hein, il y a des petites choses à faire en matière de statistique, on peut avoir plusieurs téléphones et d'autres sujets, mais bon. Donc je vous ai parlé des sources, après il y a les méthodes d'exploitation de ces sources, donc de plus en plus on fait des appariements entre sources diverses, tout ça dans le respect des règles de privacy, évidemment sous le contrôle de la CNIL, etc. On utilise l'intelligence artificielle. Typiquement, si vous répondez au recensement, qu'on vous demande votre profession, d'abord si vous répondez par Internet, ça coûtera moins cher.
on peut répondre pour consentement par Internet, mais on ne vous fait pas un menu déroulant à 2000 positions, on vous dit quelle est votre profession en libellé. Et donc après, nous, on entraîne ça avec l'intelligence artificielle et on classifie. Et ça tend à marcher un peu mieux que la classification déterministe antérieure. C'est pas magique, hein, ça se réentraîne régulièrement, c'est pas gratuit, mais on a des cas d'usage, on est bien placé pour savoir les cas d'usage où ça fonctionne et ceux où ça fonctionne pas. Alors maintenant, dans quels axes se développe la production statistique? Se développe même à moyen constant. Donc historiquement, il y avait beaucoup de sujets. Il y a eu une demande très forte de nous dire sortez de la dictature de la moyenne. La stat rend compte de ce que fait un individu moyen, etc., de son revenu moyen. Donc, surtout ce pays qui est pris de ces questions de distribution et d'égalité, j'aurais envie de dire équité, mais je pense qu'il est pris d'égalité. On fait énormément de choses en matière d'inégalité de revenus, d'inégalité de patrimoine, d'inégalité des chances. On a fait dans la récente crise inflationniste des choses pour montrer comment l'inflation pouvait être différente selon le panier de biens des ménages, selon qu'on soit quand les prix d'énergie augmentent en milieu rural ou en ville, etc. etc. Deuxième demande très forte qui était sortir de la photo et regarder les trajectoires. C'est-à-dire, il ne suffit pas de nous dire combien il y a de personnes pauvres, mais quelle est la rémanence de la pauvreté. C'est-à-dire, est-ce qu'on en sort facilement ou pas? C'est pas du tout le même phénomène social si c'est pas les mêmes pauvres, les mêmes qui sont pauvres des années de suite, ou si au contraire la probabilité d'être pauvre une année dépend énormément de la probabilité d'être pauvre l'année d'avant. Donc ça veut dire des enquêtes en panel, ça veut dire des sujets de suivi des statistiques de manière longitudinale dans le temps. Il y a une troisième demande qui est détaillée par territoire, qui est toujours très forte. Moi, j'ai tendance à freiner un peu parce que ce pays est assez homogène, en fait, quoi qu'on en dise. Dès qu'on fait une carte, on commente les différences. Et on ne commente jamais le fait qu'en fait, le pays est relativement homogène, alors que le plus souvent, en fait, ce qui frappe, surtout si on compare aux différences entre régions de pays voisins, c'est que la France est plus homogène. Pas étonnant, c'est un trait commun, mais hors d'homme, bien sûr. Il y avait une demande très très forte que, alors on préfère en parler en anglais, c'est la timeliness, c'est-à-dire c'est de sortir les chiffres, les indicateurs macro, les indicateurs de conjoncture le plus vite possible. Il y a eu des progrès across the board là-dessus, et franchement c'est difficile d'aller faire mieux aujourd'hui. On est vraiment, on sort tout ce qui est conjoncture le plus rapidement possible. Il y a le fait de combler quelques trous. Alors moi j'aime bien citer l'exemple de l'aide alimentaire. Si je vous demande combien il y a de personnes qui en France ont recours à l'aide alimentaire chaque année, je ne sais pas ce que vous allez me dire. Vous me dites combien? Non? Ouais. 8 millions, c'est ça. C'est pas mal comme réponse parce que c'est un peu le centre de gravité de ce qui se dit dans les journaux. Il y a un candidat qui a même dit 10 millions. Mais Marie Drucker, l'autre jour, sur une émission sur l'anniversaire des Restos du Cœur, disait 8 millions. Et c'est ce que disent les Tassos aussi. Et moi, je me suis fait la réflexion que la stat publique n'avait rien produit. Donc, on ne pouvait pas reprocher. Et en fait, quand on fait une enquête, on trouve entre 2 et 4, plus probablement autour de 3,5. Mais intéressant, on parlera peut-être de diffusion à un moment donné, on n'arrive pas à faire passer ce chiffre parce que les journalistes qui s'intéressent à ces sujets ne sont pas les journalistes qui nous suivent. Et les journalistes qui nous suivent ne s'intéressent pas à ce sujet. Donc c'est intéressant du point de vue de l'organisation des rédactions, mais c'est une autre affaire. En tout cas, voilà, quand il y a des phénomènes... Et puis, bien sûr, il y a tous les chantiers des nouveaux phénomènes, donc le gratuit, le développement du numérique, les questions environnementales, etc., etc. Alors ça me fait transition pour ce qui est en fait le premier axe de notre plan stratégique depuis 10 ans, c'est pas améliorer la comparabilité, produire le bien-être des agents, etc. Tout ça est très important. C'est aller au-dedans de tous les publics. La préoccupation cardinale de tous mes collègues dans Par le Monde, c'est de se dire on est bien traité, relayé, exploité par les relais d'opinion classiques. Je veux dire les médias traditionnels, la presse écrite, l'audiovisuel, etc. Ça fonctionne bien. En moyenne, on a, sur l'ensemble des médias, qui sont nombreux, mais classiques,
on a 10 mauvaises utilisations par mois de nos stats, ce qui est finalement très très peu sur le nombre, je ne sais pas combien il y a de milliers de reprises qu'il peut y avoir. Donc le pourcentage est très faible, voire infime. En revanche, sur les réseaux sociaux, vous retrouvez tout et n'importe quoi. On s'informe de plus en plus sur les réseaux sociaux, et les gens qui font confiance au filtre d'une rédaction pour s'informer sont de plus en plus rares. Je ne sais pas comment vous faites vous, sans que vous n'ouvrez pas un journal, sans que vous allez picorer sur les réseaux sociaux. Vous devez le faire avec un peu de discernement. Je sais que c'est le cas aussi de mes gamins, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et donc comment on fait face à ça? Alors c'est très très compliqué. C'est vraiment la question la plus compliquée pour nous. Donc on fait quoi? On a bien sûr le site INSEE.fr, il faut qu'il n'y ait pas d'usage facile, mais lequel, si vous trouvez bien, vous allez trouver des petites vidéos, vous allez trouver des data visualisations sympas, des choses comme ça. On travaille par exemple avec Datagora, qui se fait racheter par les Échos, qui fait des petites data visualisations. On est très présent de plus en plus sur les réseaux sociaux, alors c'est Twitter, Instagram maintenant, je crois. Moi, je suis très présent sur LinkedIn. Plein de trucs intéressants. Je publie sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à y aller. Je suis en compétition avec un copain, donc ça améliorera mon score. On a une appli mobile, bon, qui essaye de décoller. Et on a ces billets de blog dont je parlais, qui visent un peu à... Alors vous avez sans doute entendu parler de certains d'entre eux, qui visent un peu à, quand il y a un débat, quand il y a un truc... par exemple, quand on a fait cette publication sur la pauvreté, qui surprenait de dire que dans le Covid, la pauvreté initialement n'avait pas augmenté, on a fait un billet de blog pour expliquer pourquoi ça pouvait justifier, quelles sources on avait utilisées, comment on avait recours aux données bancaires nouvelles, etc., etc. Pour un peu aussi montrer notre fond de cuisine, et puis répondre à chaud à des polémiques qui peuvent arriver. Et puis, on développe l'incarnation dans les médias, alors pas que moi, hein, tout le monde, mais de plus en plus, c'est dans la fiche de poste à l'INSEE, quand on publie quelque chose, d'aller répondre aux radios, d'aller sur les chaînes de télé, etc., de répondre aux journalistes, et d'incarner, avec l'idée de se dire, vous savez, quand on est expert public, donc on est expert, et en plus public, donc c'est la double défiance. Donc on se dit que, voilà, aller montrer sa bobine sur une matinale de radio et que les gens se disent, derrière INSEE, il y a un type là, il a une sale tête, mais enfin, il a l'air de bonne foi. On pense que c'est important. Et dernière chose, c'est que j'essaye, moi, depuis plusieurs années, alors ça c'est le plus compliqué de tout, c'est de bosser avec l'éducation nationale. Mon rêve, c'est que tous les collégiens, je ne parle pas de ceux qui font des SES à partir de la seconde, c'est que tous les collégiens aient une vague idée, parce qu'ils vont voter plus tard, de ce que c'est que l'inflation, de ce que c'est que le chômage, de combien il y a d'immigrés en France, et d'où on va trouver l'information. On va sur NC.fr, on ne va pas sur françaisdesouches.com. Voilà. Bon, ça j'ai dit, on fait attention mais vous n'avez aucun doute là-dessus, sur le secret et sur votre vie privée, etc. etc. Et j'ai encore un peu de temps ou pas? Donc j'ai quelques sujets économiques à vous présenter, sur lesquels on bosse. Le plus important, c'est celui-là. Hein. C'est la productivité de l'économie. En bleu, c'est la France. En rouge, c'est 5 pays limitrophes. Quasi limitrophes, c'est les Pays-Bas. Enfin, 5 pays proches de l'Union européenne. Alors que je me rappelle, vous avez la productivité qui monte, courbe bleue, elle décroche évidemment au moment du Covid, c'est l'année 2020, et puis elle repart ensuite. Mais vous voyez qu'elle ne remonte même pas au niveau d'avant Covid. En fait, on doit être 3 points en dessous, quelque chose comme ça, ou 3,5. Alors que si on avait suivi la tendance, quelques gains de productivité annuels sur 4 années, on aurait dû monter de 2 points. Donc on a un écart de productivité. En productivité, là c'est très basique, hein. C'est le PIB par le nombre de personnes en emploi, qui est de 5,5% par rapport au sentier qu'on aurait dû avoir. 5,5% de richesse nationale, et avec ce que ça suppose de recettes publiques en moins pour financer le modèle et de conséquences sur le déficit. Hein. Donc c'est un sujet majeur. Et vous voyez en rouge, c'est la même chose pour les pays voisins.
ils sont un peu moins mal. C'est-à-dire que déjà, leur productivité était, parce que là-dedans, il y a l'Italie, qui a une productivité très peu croissante depuis des années. Ça montait moins, et en plus, ça a moins décroché. Et puis, les États-Unis, alors là, il n'y a aucun décrochage. Au contraire, ils ont accéléré en productivité depuis le Covid. Alors, on s'est beaucoup posé des questions là-dessus. On n'est pas les seuls, hein, mais nous, on a publié début juillet pour dire, mais je vais peut-être pas vous raconter tout ça en détail, sauf si vous avez des questions, mais il y a des effets clairs de composition de l'emploi. Donc, un sujet qui est facile à mesurer, c'est le développement de l'alternance. Ça, c'est mécanique, c'est mathématique, l'effet sur la productivité, il est facile à mesurer. Il y a le fait que le taux de chômage baissant, on est allé chercher des gens moins qualifiés, donc qui font baisser la productivité moyenne. Il y a des effets de rétention de la main-d'œuvre, c'est-à-dire que dans l'aéronautique, il y a eu des difficultés d'approvisionnement. On a fonctionné avec les mêmes personnes, mais en produisant moins pendant plusieurs années. Idem à Électricité de France, quand les centrales nucléaires ne produisaient pas, il y avait le même nombre de personnel. Dans le commerce, on voit la même chose. Quand vous avez le commerce alimentaire qui baisse, parce qu'avec les prix de l'alimentation, c'est pas que les volumes des caddies soient plus faibles, mais les gens descendent en gamme. Donc le volume global tel qu'on le mesure baisse, mais les personnes dans les magasins ont toujours le même nombre. Donc la productivité du secteur commerce baisse. La productivité de l'hôpital a baissé, bien qu'on ne parle que de tension. Voilà. Et après, il y a d'autres différents effets sur lesquels je vais pas détailler. Mais par exemple, l'augmentation des arrêts maladie est absolument epsilonesque dans l'affaire. On en parle beaucoup, mais bon, voilà. Et donc, avec ça, on essaye de se dire ce que ça peut être pour l'avenir, parce que c'est absolument crucial. Bon, je ne peux pas ne pas parler de déficit public. Pardon, c'est là. Et en bleu, alors ça c'est assez simple, hein. En bleu, vous avez en part de PIB les prélèvements obligatoires, en rouge, vous avez les dépenses publiques. Si vous regardez les graphiques attentivement, vous voyez qu'à chaque crise, les dépenses publiques prennent petite marge vers le haut, et que les prélèvements obligatoires, à vrai dire, la capacité maintenant à les augmenter au-delà de ce à quoi ils sont arrivés, est politiquement très faible. Donc il y a un moment donné où il va falloir aligner les préférences collectives et aligner l'une à l'autre. Voilà. Un autre phénomène économique, encore une fois post-Covid, c'est qui n'est pas propre à la France, mais qui est un peu plus, là aussi, c'est moins de mesure que la productivité, de spécificité, mais on est quand même un pays où le phénomène est particulièrement marqué. C'est une hausse du taux d'épargne depuis l'avant-Covid. On était entre 14 et 15 points de taux d'épargne, maintenant on est autour de 18. Alors même que la crise le ralentissement du revenu, l'inflation aurait pu conduire les gens à aller puiser dans leur taux d'épargne. Donc si vous savez me dire exactement ce qui se passe, moi je suis très preneur. Il peut y avoir des comportements de sobriété, et il y a visiblement des problèmes cognitifs, encore une fois, on le voit dans nos enquêtes, que les gens, même si l'inflation a baissé, et si leur pouvoir d'achat a monté, ne le ressentent pas ainsi. Et ont toujours compare les prix au prix d'avant la crise ukrainienne, d'avant l'augmentation des prix de l'énergie et des prix des produits alimentaires. Mais ça reste il y a un gros travail pour essayer de regarder et de comprendre mieux ce qui s'est passé. Oui, alors là, il m'a mis une slide riche. Il faut dire que le sujet est riche. Et peut-être il va vous plaire. En plus, ils ont mis en vert, ils sont malins. Hein. C'est les comptes augmentés. On a sorti début novembre ce qu'on a appelé les comptes augmentés. On ne se pose pas du code. On se pose pas du coude. Mais c'est vrai qu'on est un peu pionnier aussi là-dessus. Parmi les comptables nationaux des différents pays, il y a les Britanniques qui font aussi un peu. Et puis sont les Canadiens et les Australiens qui sont aussi un peu innovants. C'est de dire que chaque année, en plus du PIB et de l'équilibre emploi-ressources, consommation plus investissement, plus export égale production plus importation, stock si vous voulez, ok. C'est qu'on va faire différentes choses, c'est qu'on va d'une part parler de carbone, donc dire en face de tous les tableaux de comptabilité nationale, de tous ces équilibres, où sont les flux de carbone.
Donc, quel est le contenu en carbone de l'investissement versus la consommation? Quel est le contenu en carbone de la production dans tel secteur versus tel autre? Et on va également, chaque année, faire des comptes distribués, ce qui plaît beaucoup à certaines personnes dans cette maison, de distribuer la croissance par catégorie de revenus selon des ménages, ou de regarder pour métaux d'épargne qui sont les ménages qui épargnent le plus ou qui épargnent le moins, selon différentes caractéristiques socio-professionnelles. Donc on va faire ça en routine. Donc ça c'est assez important, j'aime assez qu'on y soit arrivé. Et donc là vous avez un graphique qui n'est pas très simple non plus, mais qui vous explique comment on passe des émissions de carbone propres à la production française et à la consommation des ménages français directement, direct en termes d'essence, etc., qui est de 6 tonnes par personne, à l'empreinte carbone où on corrige des importations. On exporte aussi, mais on importe surtout beaucoup de choses qui sont carbonées de l'étranger. Et donc l'empreinte carbone est plutôt de 9 tonnes par an. Et de regarder ça, comment ça va évoluer chaque année en disant pour les importations un modèle multinational complet. Et intéressant de voir, je ne sais pas si ça apparaît sur ce graphique, c'est ça, que en fait, évidemment, on importe beaucoup et on importe beaucoup de choses manufacturières qui sont parfois produites dans des pays qui, évidemment, où l'énergie est plus carbonée que la nôtre, donc l'empreinte est plus élevée que les émissions. Mais les deux baissent, c'est-à-dire que nous, nos émissions baissent, peut-être aussi parce que notre industrie se porte mal, mais ce qu'on importe aussi bénéficie quand même de progrès dans la décarbonation des pays qui nous exportent leurs produits. Voilà, un petit exemple, hein, ce que ça fait, ça. Et alors, ah oui, ça j'adore assez. C'est un grand succès de librairie, un grand succès radiophonique. C'est d'essayer d'avoir réparti... comment je vais vous expliquer ça? Je pars du fait que dès que vous faites un sondage, vous demandez aux gens est-ce que vous pensez que vous contribuez plus à l'État et à toute la sphère publique, à la sécurité sociale, la collectivité locale, que vous n'en tirez bénéfice. Vous avez, selon les sondages, entre 70 et 80% des gens qui disent je paye plus, je paye pour le voisin. Et c'est un vrai problème démocratique. Hein. Et alors, ce qu'on avait, un gros réverbère qui regardait les impôts et puis les prestations en espèces. Ça, on sait très bien parce qu'on a les flux monétaires. Donc là, la lumière est très forte, on peut creuser et dire des tas de choses. Mais on n'allait jamais voir, mais ça suffit pas, parce qu'il y a tout l'accès aux services publics, éducation, santé, et même les services régaliens, défense, sécurité, justice, qu'est-ce que ça vaut, quoi. Donc on a essayé de quantifier ça. Et notre meilleur chiffre, c'est qu'il y a 57% de gens qui sont bénéficiaires nets et 43% qui sont contributeurs nets. Et j'essaie vraiment, j'en parle tout le temps parce que j'essaie que ça rentre un peu dans le... et que les gens se rendent compte de ça, parce que la démocratie ne peut pas fonctionner, évidemment, si tout le monde a l'impression faussement de payer pour les autres. Voilà le genre de choses qui sont plus... Alors, vous voyez, ça c'est plus dans la partie étude économique que dans la partie proprement statistique, parce qu'il a fallu faire pas mal de choses. Et puis je crois que j'arrive au bout, à mon avis, du diapo de mémoire. Il y a la question démographique. Vous voyez là la courbe des décès et des naissances. Comment le solde naturel était assez stable, assez élevé. La courbe démarre en 57. Hein. Et comment il s'amenuise dans les dernières années avec des décès qui montent. Alors il y a la petite pause du Covid hein, en fin de période, mais ils montent naturellement du fait de l'arrivée des papy-boomers à l'âge où on décède. J'y suis pas encore, hein, mais plus inattendu, c'est depuis 10 ans la chute assez rapide du nombre de naissances, qui fait qu'on est toujours parmi les pays les plus féconds en Europe, mais qu'on s'est rapproché de la moyenne. De toute façon, ça baisse dans tous les pays. Et qu'on est maintenant à un indice conjoncturel de fécondité qui est très en deçà de 2 et de renouvellement des générations, et qui fait que donc l'accroissement de la population aujourd'hui, il est bien plus dû au solde migratoire qu'au solde naturel, bien sûr, des naissances sur les décès. Et je crois que c'était la fin, non? Oui, ça c'est les reculs de naissance, très bien. Et ben voilà, c'est la fin. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Je vais vous poser 2 questions avant qu'on fasse passer un micro dans la salle. La première, vous avez parlé d'intelligence artificielle très succinctement tout à l'heure. Comment l'INSEE prend en compte
des avancées technologiques comme l'IA générative, les LLM, etc., dans son travail quotidien? Est-ce que vous avez un travail d'innovation en interne? Enfin, comment vous appréhendez ces questions de nouvelles technologies pour faire de la stat publique? Oui, alors, d'une part, ce qui est important de dire, c'est que je pense que l'NSAI, ça marche assez bien. C'est-à-dire que l'NSAI est un peu à l'écoute aussi de ce que veulent les employeurs privés. Et on a la posture, et je pense assez fermement établie, que les besoins de l'employeur public, qu'est l'INSEE, vis-à-vis des élèves qui sortent de l'NSAI, ne sont pas différents des employeurs privés. Et donc, on est très content d'avoir des jeunes qui sortent non seulement en parlant le R et Python, mais en ayant fait un peu de data science, d'intelligence artificielle, etc., etc. Alors après, bon, on a créé un petit... au départ, on a créé un petit labo spécifique, hein, je ne sais plus comment on appelle ça. Et maintenant, où on avait mis le peu de gens qui avaient le capital humain pour utiliser, et maintenant ça se dilue un peu partout. Les exemples, donc j'ai parlé des exemples de classification, voilà. Il y a des exemples depuis longtemps d'analyse textuelle pour regarder si ça apporte quelque chose de regarder les journaux pour regarder le climat conjoncturel. Alors j'ai toujours une anecdote parce que ça fait longtemps et on n'était pas les premiers. Les premiers c'était les Hollandais qui avaient regardé s'ils pouvaient, en regardant quels étaient les mots employés dans les journaux sur crise, croissance, machin, chômage, confiance, etc., en tirer quelque chose d'intéressant pour l'analyse du climat conjoncturel. Et en fait, ce qu'ils avaient trouvé, c'est que, à part l'écho de leur propre publication, tout le reste n'était que bruit. Bon. Donc attention à l'engouement, tout ça se regarde, mais c'est intéressant, c'est un sujet intéressant en soi. Là, on avait par exemple, c'est pas l'INSEE, c'est à l'INSERM qui fait les statistiques de décès, mais qui dépendent d'un règlement européen dont je suis garant de la qualité. On était très en retard sur les statistiques des causes de décès. Pendant longtemps, on était le seul pays qui ne savait pas si le nombre de suicides avait augmenté ou pas pendant le Covid. Parce que l'équipe était petite, parce qu'ils étaient sur des vieilles méthodes, etc. Donc on a envoyé 2 personnes de l'INSEE qui ont mis de l'intelligence artificielle en entraînant sur les bulletins de la partie médicale des actes de décès, etc., etc. J'ai l'IA générative, pour l'instant, alors à part si mes gars font tous les commentaires des trucs conjoncturels en IA générative, ce que je ne sais pas, sans que je m'en rende compte, ce qui n'est pas possible. Je ne suis pas complètement conquis pour l'instant, mais peut-être qu'on est en retard, mais bon. Mais je ne suis pas sûr. Merci. Et puis une deuxième question avant qu'on fasse passer le micro. Vous avez parlé de données bancaires et de données téléphoniques tout à l'heure. Quelles données vous rêveriez d'avoir pour l'INSEE, vous rêveriez d'analyser au sein de l'INSEE aujourd'hui? Ah là, je pense que c'est vraiment téléphonie, je pense, le plus intéressant. Ouais, je pense que c'est téléphonie. C'est pour ça que j'en parle régulièrement. Voilà. Oui. Ouais, voilà. Réponse courte, téléphonie. Allez. On vous souhaite de réaliser votre rêve. J'attends beaucoup du législateur. J'en parle à chaque fois. Ça a failli. Et il y a un règlement européen en fait qui va sortir, qui est traduit, qui doit être promulgué ces jours-ci, qui a peut-être été au mois de début novembre, qui prévoit qu'on puisse avoir accès à des données, mais vous savez, le règlement européen, après, pour les appliquer, il faut quand même un peu de doigté. Donc, mais j'ai bon espoir. J'ai bon espoir de voir des téléphones immobiles sans payer cher et sans qu'ils me prennent chez Orange comme un client de Free qu'il faut débaucher. On va passer à vos questions.